Nous allons pouvoir commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce deuxième webinaire du cycle Périclès, donc réalisé en partenariat avec ICOMOS France. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui le projet Périclès, juste un mot rapide de présentation. Périclès est un projet européen de recherche-action centré sur la préservation et la gestion durable du patrimoine culturel et des paysages dans les régions côtières et maritimes. D'une durée de 3 ans, ce projet est mis en œuvre dans 8 pays européens et réunit 11 partenaires, dont pour la France, l'Université de Bretagne occidentale et le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. En France, la région d'étude de ce projet est la Bretagne, et plus particulièrement le Golfe du Morbihan et le Finistère. Dans le cadre du projet Périclès et des actions qu'il mène depuis plusieurs années pour une gestion intégrée de la zone côtière et pour la préservation des patrimoines face aux risques naturels et anthropiques, le parc du Golfe du Morbihan a tissé des liens avec ICOMOS France qui se traduisent aujourd'hui par la participation à ce webinaire d'Isabelle Palmy, directrice d'ICOMOS France, et de Jean-Pierre Thibault, inspecteur général de l'administration du développement durable et administrateur de ICOMOS France. Les réflexions portées par ICOMOS France sur les questions de gestion, de développement et de mise en valeur des grands sites culturels, naturels et paysagers, et qui vont vous être présentées aujourd'hui, rejoignent pleinement les préoccupations des partenaires de Périclès et des acteurs du territoire, dont les parcs naturels régionaux, fortement en grande présence donc aujourd'hui, et soucieux de développer une approche globale des patrimoines. L'introduction par Isabelle Palmy aux missions de l'ICOMOS et de sa section française, suivie de la présentation par Jean-Pierre Thibault de la méthode en 5 points à appliquer pour la valorisation économique et sociale des espaces patrimoniaux, va sans aucun doute venir alimenter nos réflexions sur les stratégies politiques à mettre en œuvre en matière de gestion intégrée des patrimoines à l'échelle de nos territoires. Sujet d'actualité à l'échelle du parc du Golfe du Morbihan, puisque des démarches pour l'élaboration d'une stratégie commune pour la valorisation du patrimoine bâti maritime littoral ont été amorcées. So, good morning, everyone, and thank you for participating in this second of Périclès webinar series produced in partnership with ICOMOS France. For those who are discovering the Périclès project today, just a quick word. Périclès is a European research project focused on the preservation and sustainable management of cultural heritage and landscape in coastal and maritime regions. This project is implemented in 8 European countries and brings together 11 partners, including for France, the University of Western Brittany and the Regional Natural Park of the Morbihan Gulf. Within the framework of Périclès and the action it's carrying out for integrating coastal zone management, as well as for the preservation of heritage in the face of natural anthropic risk, the Park of Morbihan Gulf has forged links with ICOMOS France, which are reflected today by their participation in this webinar. ICOMOS France reflection on the issues of management, development, and enhancements of cultural, natural, and landscape sites are fully in line with the concern of Périclès partners and the French region stakeholders, which regional natural park, who are mindful to develop a global approach to heritage. The Isabelle Palmy introduction to the missions of ICOMOS and its French sections, followed by the presentation by Jean-Pierre Thibault of the 5-point methods to be applied for the economic and social valorization of heritage areas, will inform our reflections on the political strategy to implement it in terms of integrated heritage management. At the scale of your regions, this is a topical subject at the scale of the Gulf of Morbihan Park, since action have been initiated to develop a common strategy for the enhancements of the coastal maritime built heritage. Sans plus tarder, je laisse la parole à Isabelle Palmy et Jean-Pierre Thibault, que l'équipe Périclès et le parc remercie vivement d'avoir participé à ce webinaire. Oui. Alors, si vous voulez partager l'écran, je vous laisse opérer.
C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Oui? Oui. Parfait. Le PowerPoint est en place, c'est bon? Oui. Oui, oui, c'est bon. Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous aujourd'hui et je vous remercie infiniment de l'intérêt que vous portez à notre sujet. Un grand merci aux organisateurs du programme Périclès d'avoir invité ICOMOS à se présenter son travail sur une définition et 5 principes pour la valorisation des espaces patrimoniaux. Et un merci tout particulier à Irène Béguet et à son équipe pour l'attention et le soin qu'elles ont mis dans la préparation de cette séance. Donc, comme Irène vient de vous le dire, nous sommes 2 intervenants aujourd'hui. D'une part, Jean-Pierre Thibault, qui, outre une carrière professionnelle dans l'administration française, s'est engagé auprès d'ICOMOS France depuis de nombreuses années. Il est membre du conseil d'administration et j'allais dire surtout, il pilote depuis 1995 un groupe de réflexion emblématique de notre comité, le groupe intitulé Sites, paysages et espaces patrimoniaux, qui est au cœur de la réflexion que nous vous présentons aujourd'hui. Et je dois dire que sa capacité à voir grand et loin a permis que les travaux d'ICOMOS France menés sous son impulsion soient riches, pertinents, utiles et toujours. Et d'autre part, donc moi-même, autre intervenant, donc je suis directrice d'ICOMOS France depuis 2011 et chargée du bon fonctionnement à la fois administratif et scientifique au sens de la coordination des activités scientifiques, bien sûr. Donc je vais démarrer cette séance en vous présentant le plus synthétiquement possible ce qu'est et comment fonctionne ICOMOS. J'espère que ce sera clair et bien sûr, n'hésitez surtout pas à poser des questions en live et même après les jours prochains, je serai là pour vous répondre. Alors, l'ICOMOS, c'est tout d'abord le Conseil international des monuments et des sites. L'ICOMOS se consacre à la conservation et à la protection des monuments, des ensembles et des sites du patrimoine culturel. C'est la seule organisation internationale non gouvernementale de ce type qui se consacre à promouvoir la théorie, la méthodologie et la technologie appliquées à la conservation, la protection et la mise en valeur des monuments et des sites. Donc, c'est une ONG, comme je viens de le dire. Elle est créée en 1965 sur proposition de l'UNESCO à la suite, et pour dire même dans la foulée, du 2e congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques qui ont donné vraiment cette empreinte très liée aux experts du patrimoine. Et ce congrès qui s'était tenu à Venise l'année d'avant. En sa qualité d'ONG, ICOMOS est l'une des 3 organisations consultatives de la Convention du patrimoine mondial. Pour élaborer son avis institutionnel, l'ICOMOS fait appel à son réseau d'experts, choisis pour leurs compétences et leurs expériences, qui donnent leur avis technique en toute indépendance et dans le respect des règles déontologiques. Le rôle de l'ICOMOS est d'œuvrer à la préservation et valorisation du patrimoine. Il a pour objectif de fédérer autour du patrimoine. Il a aussi une mission de sensibilisation et de libre information sur les sujets patrimoniaux et également de transmission aux jeunes générations. Pour cela, il s'appuie sur un certain nombre de valeurs, au nombre desquelles favoriser la diversité culturelle et sociale, le dialogue entre les peuples, une valeur aussi de collégialité, la solidarité, l'impartialité. Comme je vous l'ai dit, c'est un réseau d'experts venus du monde entier et à ce titre, l'ICOMOS bénéficie des échanges interdisciplinaires de ses membres qui comptent parmi eux des architectes, historiens, archéologues, historiens de l'art, géographes, anthropologues, ingénieurs ou encore urbanistes. Donc, les membres de l'ICOMOS concourent à la préservation du patrimoine et au progrès des techniques de restauration et à l'élaboration de normes pour tous les biens du patrimoine culturel, bâtiments, villes historiques, jardins historiques, paysages culturels et sites archéologiques. Comment fonctionne l'ICOMOS? C'est une structure internationale qui est organisée en comités nationaux. Il y a actuellement 107 comités nationaux identifiés à travers le monde. L'ICOMOS, c'est en tout un peu plus de 10 000 membres individuels qui sont répartis dans 151 pays. Ce qui veut dire qu'il y a des membres individuels qui adhèrent directement à la structure internationale car ils n'ont pas de comités nationaux puisqu'ils
Il n'y en a que 106. Alors, l'ICOMOS joue un rôle dans le processus d'inscription des biens du patrimoine mondial. Brièvement, ce processus, je vous l'ai expliqué dans ce schéma, il comporte deux phases. Une phase qu'on appelle la phase nationale et qui va de l'identification des patrimoines potentiellement inscriptibles et des porteurs de projets jusqu'à l'inscription sur la liste indicative française, la liste indicative nationale, pardon. Au cours de cette phase, le comité national peut jouer un rôle de conseil, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, de quoi se déroule une phase internationale pour l'inscription des biens qui se passe au Centre du patrimoine mondial, dans laquelle ICOMOS joue son plein rôle d'organisation consultative en fournissant au comité du patrimoine mondial une évaluation de tous les biens culturels qui lui sont soumis chaque année. C'est un travail à la fois de terrain, de rapport en chambre et de synthèse qui sert les inscriptions. L'ICOMOS est également un lieu de production de la doctrine de référence sur le patrimoine, en produisant un référentiel de texte cadre sur les valeurs et la gestion du patrimoine culturel. Donc, je vous ai listé un certain nombre de documents les chartes internationales adoptées par les assemblées générales, comme par exemple la charte de Florence sur les jardins historiques, les principes de conservation des structures historiques en bois et toute une série d'autres que je ne vous liste pas là, des résolutions et déclarations souvent issues des symposiums scientifiques, comme par exemple le document de Nara sur l'authenticité. Il y a aussi des textes adoptés directement par les comités nationaux eux-mêmes, donnant un cadre adapté à leur contexte particulier, comme par exemple la charte de conservation du patrimoine québécois ou encore celle de la revitalisation des centres-villes historiques au Brésil. Mais la production doctrinale est également réalisée par le travail des comités scientifiques internationaux. Ce sont les groupes de travail d'ICOMOS, auxquels peuvent participer, en fonction de leurs compétences, l'ensemble des membres à travers le monde. Il en existe 29, traitant de sujets techniques ou transversaux, le bois, la pierre, la terre, les changements climatiques, le patrimoine du XXe. Je vous laisse regarder sur le site d'ICOMOS, il y en a 29. Voilà, tout ça constitue la réflexion internationale. Alors, le comité national. Donc, la structure internationale est organisée au travers de ces comités nationaux. ICOMOS France, donc, est le comité national français de l'ICOMOS, c'est-à-dire la déclinaison adaptée au contexte français, législatif, culturel, linguistique, du fonctionnement général, du rôle et des valeurs de l'ICOMOS que je viens de vous lister en quelques minutes. Son action scientifique. Alors, le comité national français, il est créé en même temps que l'ICOMOS en 1965. C'est le plus important comité en termes de nombre de membres. Nous sommes actuellement 1500 en 2020. La spécificité du comité français, donc d'une part la variété des profils, mais surtout le fait d'avoir intégré depuis l'origine des collectivités territoriales et des élus locaux. L'action scientifique d'ICOMOS France est par essence une imbrication permanente entre les travaux scientifiques français et leur rapport à la réflexion internationale. C'est un enrichissement mutuel permanent et très important. Donc, nous avons des groupes de réflexion nationaux. Certains sont vraiment récurrents, c'est ceux que je vous ai listés sur la diapositive, donc relatifs au patrimoine mondial, aux sites, paysages et espaces patrimoniaux, qui est le groupe dont la réflexion va nous occuper plus amplement aujourd'hui, le patrimoine et développement durable, les métiers techniques et savoir-faire, et l'architecture moderne et contemporaine. À cela, il faut ajouter des comités plus en lien avec l'actualité, comme actuellement un groupe de travail qui s'est formé sur une réflexion autour de la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, par exemple. Et les groupes de réflexion nationaux produisent des colloques et des publications qui vont permettre d'alimenter la réflexion internationale. Le fruit des travaux nationaux permet d'alimenter des thématiques traitées au niveau international, de valoriser nos travaux à une autre échelle et de nous enrichir et d'enrichir le dialogue international.
Donc, comment est-ce que nous alimentons les thématiques par la participation à la réflexion doctrinale des comités scientifiques internationaux, donc ces fameux 29 groupes de travail dont je vous parlais à l'instant, la participation aux grands rendez-vous internationaux, les assemblées générales, symposiums scientifiques, les groupes régionaux et plus récemment la création d'un groupe francophone auquel nous participons activement, et aussi la participation aux programmes thématiques spéciaux, comme il en existe un sur le changement climatique, ou le programme Connecting Practice, dont je vais vous expliquer un peu plus en détail la teneur. Connecting Practice, c'est une initiative ICOMOS et UICN, Union internationale de conservation de la nature, qui est l'autre organisation consultative pour le classement des sites au patrimoine mondial. Connecting Practice, c'est le centre de la réflexion internationale sur le lien entre nature et culture et la nécessité d'envisager une gestion intégrée de ces patrimoines. De plus en plus aujourd'hui, le clivage entre patrimoine naturel et culturel tend à s'estomper, mais en 2013, au démarrage du projet Connecting Practice, c'était l'une des seules initiatives qui abordait ce défi. Et un sous-thème de ce grand programme international, c'est le parcours nature-culture, qui a débuté en 2016 lors du Congrès mondial de la conservation de l'UICN qui s'était tenu à Hawaï, donc en septembre 2016. Et c'est un programme axé sur le partage d'expériences au niveau mondial de gestionnaires à la fois de patrimoine culturel et naturel, pour une approche commune de ces patrimoines. Plus tard, ICOMOS a repris ce programme Parcours Nature-Culture dans son Assemblée générale de Delhi en 2017, à laquelle ICOMOS France a participé très activement en organisant un atelier spécifique sur nature-culture, la gestion intégrée, tout un travail qu'on avait fait sur la ville de Cahors qui a été présenté par Jean-Pierre. Il s'agit donc d'explorer les possibilités d'adaptation des méthodologies existantes en matière d'amélioration de l'efficacité de la gestion pour tous les biens du patrimoine mondial, renforcer la gouvernance et les dispositifs de gestion qui permettront d'atteindre une prise en compte plus intégrée du patrimoine naturel et culturel. Dès 2013, le groupe de travail Sites, paysages et espaces patrimoniaux d'ICOMOS France avait identifié cette nécessité au terme d'un colloque sur les limites patrimoniales. En 2016, le groupe a co-organisé le forum des gestionnaires de l'atelier technique des espaces naturels en y incluant des témoignages de gestionnaires de biens culturels. Et parallèlement, sur la base de ces travaux, ICOMOS France a participé à toutes les étapes du parcours international nature-culture. Dès lors, l'idée d'une méthode pour une telle gestion s'est profilée, ainsi que la nécessité d'organiser un dialogue avec les élus des territoires qui sont porteurs des décisions en matière de patrimoine et qui ont un intérêt, sinon un besoin, de dialogue et d'éclairage sur la gestion de leurs biens patrimoniaux et comment en faire un atout plus qu'un encombrement. Voilà, je passe la parole à Jean-Pierre sans tarder, qui va rentrer bien plus profondément dans le vif de ce sujet. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. J'espère que notre conversation pourra se tenir sans problème technique. Je ne sais pas si vous m'entendez convenablement. Bien. Alors, je pense qu'on peut tenter de passer tout de suite les diapos de manière à ce qu'il y ait ensuite un temps suffisant pour les questions, si c'est possible, côté technique. Voilà. Donc, je voudrais essayer de vous expliquer comment est née finalement cette méthode en 5 points, ces 5 principes pour valoriser ce qu'on appelle les espaces patrimoniaux. Nous ne sommes pas une équipe de chercheurs, nous ne sommes pas une équipe de scientifiques, nous sommes plutôt des praticiens plus ou moins retirés des affaires ou plus ou moins en activité. Et le travail que nous faisons, que nous effectuons, consiste en systématiquement 2 étapes. Une étape de recueil d'expériences et de témoignages. C'est-à-dire que nous allons sur le terrain ou bien nous invitons dans nos locaux des personnes qui ont mis en œuvre une restauration, une mise en valeur d'un espace patrimonial. Au bout d'un certain nombre de témoignages ou d'auditions, nous faisons une restitution, soit sous forme de colloque,
qui s'est fait en 2009, vous voyez sur l'écran, valeur universelle, valeur locale, ou bien sous forme d'ouvrage. Bien sûr, chacun des colloques est l'objet d'une restitution sous forme d'acte. C'est ainsi qu'en 2009, nous avons publié, parce que nous étions beaucoup intéressés aux sites français les plus fréquentés, les plus connus, donc les plus surfréquentés le plus souvent, nous avons publié cet ouvrage avec les éditions Actes Sud, qui s'appelle « Le petit traité des grands sites ». On va passer tout de suite à la diapo suivante. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace patrimonial? Heritage Area. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a essayé de donner une définition qui vaut ce qu'elle vaut, qui est perfectible et qui n'est pas forcément totalement exhaustive. Mais quand même, c'est un territoire dont toute ou partie est couvert par une ou plusieurs protections juridiques, labellisations, contractuelles ou interventions foncières dans le droit ou les politiques nationales relatives au patrimoine culturel, naturel et paysager. Ces espaces sont parfois l'objet de reconnaissance internationale, évidemment au titre du patrimoine mondial, mais aussi de la Convention de Ramsar sur les zones humides, mais également du programme UNESCO Man and Biosphere. Et ces territoires, c'est très important aussi de le rappeler, ils ne sont pas simplement là pour faire une collection de belles choses, ils sont là pour servir de référence, de modèle, d'éléments expérimentaux finalement pour les territoires ordinaires. La nature n'est pas que dans les hotspots de biodiversité, la culture n'est pas forcément que dans les monuments classés, et puis il y a le vaste champ du patrimoine immatériel qu'on commence simplement à connecter avec le patrimoine matériel dans la Convention historique du patrimoine mondial de 1972. On passe à la diapo suivante. Alors la méthode et les principes pour cette valorisation. Alors ça s'applique à tous les types de configurations géographiques d'espace patrimonial. Montagne, océan, ce qui vous intéresse plus directement, enfin les mers et le patrimoine maritime. Et on a défini au fil des années, au fil des auditions, au fil des visites de terrain, une façon dont finalement les choses s'articulent assez naturellement, sans pour autant que ça soit une espèce d'absolu à suivre de manière trop systématique. Sinon, on serait sans doute dans une sorte d'élément dogmatique qu'on voudrait éviter. Néanmoins, les 5 points sont en quelques mots les suivants. D'abord, il faut rechercher, quand on est sur un territoire identifié comme patrimonial, les valeurs naturelles et culturelles de ce territoire. Ensuite, ces valeurs naturelles et culturelles doivent faire place, on verra comment, aux habitants. Le patrimoine, le projet de mise en valeur patrimoniale doit être co-construit. Troisièmement, ce projet n'est pas simplement un bel outil sur une étagère, il doit s'articuler en étapes concrètes permettant l'adhésion. Enfin, ou presque enfin, quels objectifs on voulait atteindre et sont-ils tenus? Il faut en permanence évaluer et, le cas échéant, adapter le projet à la manière dont le territoire réagit. Et enfin, ce qui pose peut-être un petit problème vis-à-vis des défenseurs du patrimoine, nous considérons, au moins dans le groupe Espace Patrimonial d'ICOMOS France, mais je pense dans ICOMOS tout court, et de plus en plus dans l'UICN aussi, notre ONG jumelle qui s'occupe des espaces naturels et de la nature en général, nous considérons que le patrimoine est une notion essentiellement évolutive. On va y revenir, et on va passer tout de suite au premier point de méthode. Il est important, et la définition des espaces patrimoniaux l'a dit abondamment, il est important de considérer que la nature et la culture sont imbriquées. Certes, la Convention du patrimoine mondial prévoit des critères dissociés pour les espaces UNESCO de nature et les espaces de culture. 6 critères pour la culture, 4 critères pour la nature. Néanmoins, il n'y a qu'une seule Convention du patrimoine mondial, au moins sur le plan matériel. Matériel, c'est autre chose. C'est une convention distincte. Mais il n'y a qu'une seule Convention du patrimoine mondial. Pour autant, il n'existe malheureusement que très peu de biens mixtes. C'est-à-dire que quand on prend un espace et qu'on le labellise UNESCO, on le labellise sur un critère, sur un des 6 critères ou plusieurs des 6 critères culture, plusieurs des 4 critères nature, parfois, une petite quarantaine à peine de biens sont mixtes sur les critères naturels et culturels à la fois. Or, dans la vraie vie, dans la réalité du terrain, dans la perception des populations, dans la perception des élus locaux, tout ceci n'est pas dissociable. Tout ceci est étroitement imbriqué.
Quand on regarde la côte de Galice, la première petite diapo, la côte de Galice, on est aussi bien dans une beauté naturelle époustouflante avec les rias qui peuplent, qui marquent ce territoire magnifique, mais aussi dans des traces de la présence humaine et dans des traces archéologiques ou historiques très intéressantes. Il en est de même dans la photo du bas sur la côte du Yucatan. Bon, là, on est à Tulum, et c'est à la fois une superbe côte avec d'énormes habitats côtiers, notamment des lagunes, et aussi, et donc ils sont labellisés à ce titre au patrimoine mondial, et puis des ruines mayas. Sur l'écran, la grande photo, c'est pris dans le golfe du Morbihan à Locmariaquer, et c'est plutôt sur Sarzeau, de l'autre côté du Goulet, avec le château de Sucino, je crois que c'est la bonne appellation, et puis c'est ce marais dans lequel le château se reflète. Vous voyez, dans la perception et dans la vraie vie, on ne dissocie pas nature et culture. Diapo suivante. Diapo suivante. Voilà. Bon, donc, et quand on essaye de mettre en place un projet sur un territoire où sont imbriqués toujours la nature et la culture, il faut qu'on identifie les différentes valeurs naturelles, culturelles, paysagères, y compris les éléments immatériels, les légendes, les histoires, et qu'on appelle cela et on définisse progressivement cela comme l'esprit des lieux, en anglais sense of place, je crois. Identifier les conflits d'usage ou d'intérêt, parce qu'évidemment, quelquefois, les valeurs naturelles et les valeurs culturelles se contrarient, se contredisent. Évidemment, quand on a des chauves-souris dans un bâtiment ancien, l'architecte du bâtiment ancien considère que ces chauves-souris sont un peu dégradent le patrimoine bâti. Comment fait-on? Donc, on essaye de trouver un compromis entre ces différents éléments. Il faut qu'on dépasse cette fragmentation qui est très aimée des spécialistes de tel ou tel segment du patrimoine, que ce soit naturel ou culturel d'ailleurs, pour trouver ce qu'on pourrait appeler, du nom, ce que disait un sénateur de la Somme, un kaléidoscope patrimonial, ce qui est beaucoup plus joli que le millefeuille dont on parle trop souvent comme accumulation d'éléments protecteurs sur un territoire unique. Et donc, d'une manière ou d'une autre, pas forcément sous une forme très précise, mais on doit finir par ce qu'on pourrait appeler une déclaration des valeurs naturelles et culturelles du site. Ça prend la forme que l'on veut. Ça peut être une charte, ça peut être un élément. Dans une vallée des Pyrénées catalanes, tous les gens ont signé, y compris les acteurs économiques locaux, y compris les associations de restaurateurs, y compris les guides de montagne. Ils ont tous signé au bas d'un document qui disait voilà ce que l'on veut faire et quelles sont les valeurs pour lesquelles on se bat sur le territoire en question. Donc ça, je pense que c'est important d'identifier les choses. On ne démarre pas un projet si on n'identifie pas les choses. Et alors, comment identifie-t-on ces choses et avec qui surtout les identifie-t-on? J'ai dit qu'il fallait imbriquer nature et culture et que les spécialistes, les experts, extrêmement importants parce qu'ils ont un savoir accumulé et une vision d'ensemble du patrimoine à l'échelle nationale, régionale, continentale, mondiale. Mais, diapo suivante, il nous faut la participation des habitants. Ce que celle qui m'a précédé comme conférence dans le précédent webinaire appelait la participatory approach. Il faut que ce patrimoine soit co-construit. Il faut que la population soit associée. Les experts ont une vision éminemment respectable, mais une vision de loin, une vision avec un recul tout à fait nécessaire à la construction du projet. Mais les habitants, eux, connaissent intimement le site et d'autre part, ils sont là tout le temps, par définition. Donc, dans la gestion, quand on va se mettre à gérer ce site, à mettre en place le projet de valorisation, c'est eux qui seront là en permanence. Et s'ils ne sont pas là, ou s'ils sont réticents ou absents, le projet ne marchera pas bien. D'abord parce qu'il n'aura pas été convenablement défini. La déclaration des valeurs, elle doit à la fois mobiliser les savoirs locaux, les savoirs des habitants. Je me souviens du maire de Giverny, un vieux bonhomme, c'était il y a 30 ans, 40 ans, qui n'avait pas une conscience patrimoniale au sens où les experts l'entendent, mais qui savait, parce que son père ou son grand-père lui avait raconté,
où Monet posait son chevalet pour peindre les paysages de la vallée de l'Epte. Lui, il le savait. Les défenseurs extrêmement actifs, qui étaient aussi dans sa commune du patrimoine, ne le savaient pas. C'est ennuyeux. Donc partager. Et partager à la fois la connaissance, parce que cette connaissance, elle est à la fois, très souvent locale, très souvent anecdotique, mais c'est important. Donc dans la définition du projet, dans la manière dont on va le raconter aux visiteurs. Le storytelling, qu'est-ce qu'on va leur dire? À Chambord, est-ce qu'on va leur parler de François Ier? Forcément. Est-ce qu'on va leur parler de la forêt giboyeuse qui est aux alentours? De quoi va-t-on leur parler? C'est important d'avoir cette façon d'être généreux finalement dans le récit que l'on fait avec les visiteurs et quelquefois même de partager notre expérience d'habitant ou d'acteur local avec les visiteurs. Comment on fait? Pas facile, parce que dans les habitants, on me dit que ce n'est pas très facile de m'entendre. Bon, il faut utiliser tous les modes participatifs. On commence à en connaître quelques-uns. On sait qu'on peut faire auprès des habitants des enquêtes, on peut faire agir des gens qui sont un peu spécialistes de la médiation. On peut surtout, je pense que c'est ce qui marche le mieux actuellement, faire ce qu'on appelle des ateliers de terrain, c'est-à-dire des arpentages de terrain. On va visiter le territoire entre l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les habitants, les opérateurs touristiques, les spécialistes et les non-spécialistes, et puis on discute. Et on finit par aboutir à quelque chose de tout à fait passionnant, qui est véritablement ce que l'on va ensuite raconter aux gens de l'extérieur. Et puis, on définit comme ça, petit à petit, le projet. Mais c'est important de réguler tout ça, parce que quelquefois, dans un territoire, il y a ce qu'on appelle des grandes gueules, des gens qui parlent haut et qui parlent fort et qui n'ont pas forcément l'expertise qu'il faudrait. Donc tout ça doit être pensé, doit être réfléchi, mais il faut qu'on y arrive. Et en tout cas, que cette vision du territoire, cet esprit des lieux soit défini à partir des savoirs locaux et des savoirs experts. Diapo suivante. Alors, une fois qu'on a les valeurs, une fois que sur ces valeurs, on a bâti le projet de territoire, le projet de mise en valeur de l'espace patrimonial, naturel, culturel, paysager, une fois qu'on a fait tout ça, comment maintenir la flamme? Parce que le projet, il est souvent très ambitieux. Il est très ambitieux et il peut être jugé comme inatteignable parce qu'il est très ambitieux. Et il peut rester sur une étagère, être mis dans un endroit, et puis de temps en temps, on y fait référence et on ne le met jamais en valeur, on ne le met jamais en œuvre. Il faut donc évidemment porter une vision, sinon ça ne mobilise personne. Mais il faut aussi que cette vision soit illustrée par des réalisations concrètes, à la fois qui font sens par rapport à la vision d'ensemble, qui symbolisent là où on veut aller, et qui concrétisent le projet. Et permettent de cette façon-là de maintenir l'adhésion de ceux qui ont participé à la définition du projet au projet lui-même. Là, je suis désolé, je n'ai pas trouvé un exemple, enfin j'aurais pu en trouver, mais les copyrights de photos m'ont un peu handicapé. Mais on a ici la ville de Cahors, son méandre sur le Lot. La ville ancienne est tout à fait à droite de la diapo. Et cette ville ancienne, l'ambition majeure des élus locaux de Cahors, joint aux services patrimoniaux de l'État, c'était de repeupler une ville ancienne qui n'était plus tout à fait adaptée aux conditions de vie contemporaines, en termes de lumière, en termes d'énergie, etc. Et donc, tout ça ne se fait pas en un jour. L'ambition est là, il faut refaire venir de la population, une population aussi mixte que possible, et comment fait-on? Petit à petit, on construit. Là, vous avez une photo de ce qu'ils appellent un jardin secret, qui est une espèce de jardin monastique, mais dont la facture, vous voyez bien, est très contemporaine. Et les habitants du centre ancien, du centre historique de Cahors, apprécient d'avoir ces premières réalisations et donc continuent à croire que les choses vont véritablement changer dans leur vie quotidienne d'habitants de ce quartier compliqué. Et, mieux encore, quand on commence à bâtir un petit bout d'espace public, un petit cheminement dans la nature, qu'on va, par exemple, faire un chemin dans les dunes pour découvrir l'habitat extrêmement riche des dunes littorales,
on peut se rendre compte que ce chemin n'a pas beaucoup de succès. On l'a réalisé, on a fait la première étape, pas grand-chose, un balisage, quelques fagots pour éviter que les gens passent n'importe où. Et puis on se rend compte que ça ne va pas. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? On pose des questions. Et on peut ajuster. Et on peut ajuster le projet en montrant, par exemple, que, je pense par exemple à Gavre-Quiberon, où ils ont beaucoup fait ce genre de démarche. Ils ont construit, et puis ils ont déconstruit parce que les choses n'étaient pas tout à fait adaptées. Donc ils ont, petit à petit, réadapté le projet dans une sorte de boucle de rétroaction, diraient les scientifiques, pour arriver à quelque chose qui fonctionnera bien et qui donnera le sens de la vision d'ensemble qui est nécessaire. Donc, à la fois vision d'ensemble et étape concrète. Diapo suivante. Nous progressons. Non, celle d'avant. Voilà. Ah. Non, c'est celle d'avant. Voilà, la quatrième. Alors, il faut, bien sûr, quand on mène un projet et que ce projet, quelquefois, prend des décennies à se mettre en place, c'est un projet de mise en valeur d'un espace patrimonial complexe. Vous avez sur la diapo la presqu'île de Gien. Je vous assure que ce n'est pas très facile d'inventer dans cet espace maritime très connu des géographes, avec à la fois des lagunes, des petites criques, beaucoup de constructions parasitaires, des problèmes d'évolution du trait de côte et de destruction tous les ans du tombolo, enfin du cordon dunaire. Tout ça n'est pas très simple. Donc il faut en permanence qu'on évalue, qu'on regarde comment ça fonctionne. Assessment and adaptation. Il faut mener régulièrement des enquêtes, d'abord auprès des visiteurs. Est-ce que ce qu'on leur montre leur convient ou pas? Les habitants, est-ce que les habitants se sentent dérangés? Est-ce que des gens passent trop près de chez eux? Ou est-ce que des gens, au contraire, permettent à leur commerce d'avoir du succès? Et quel genre de succès? Et puis l'ensemble des partenaires, les experts qui sont venus pour bénir le projet initial, vont peut-être revenir pour voir comment les choses ont évolué. Donc, évaluation permanente. Non, toujours la case. C'est presque fini. Ne soyez pas trop pressés. Voilà. Il faut bien sûr qu'on évalue l'état du patrimoine. Le piétinement par les visiteurs, est-ce que ce piétinement a continué ou est-ce que les contre-mesures qu'on a mises en place sont efficaces ou pas? Comment évolue le paysage? Comment se remettent en activité des prairies littorales? Comment les œillats repoussent ou pas sur les dunes? Comment ça fonctionne? Et puis, il faut bien sûr que tout ça soit discuté, encore une fois et toujours avec les habitants, toujours, de manière à ce qu'on conforte les liens entre cette population locale importante dans la réussite finale du projet et la démarche elle-même. Et donc, nous en arrivons pour de vrai à la cinquième diapo, ou cinquième objectif plutôt. Voilà. Alors ça, c'est important parce que c'est une vision qu'on a tirée finalement de nos investigations de terrain ou de nos auditions de témoignages. Mais c'est important de montrer que nous sommes, pour ce qui est du patrimoine, dans quelque chose qui évolue. Alors ça paraît provocateur. Dire que le patrimoine est un élément en évolution, c'est quand même... Voilà, alors qu'on essaye précisément et que tous les métiers du patrimoine sont des métiers de conservateurs, d'architectes des monuments historiques, d'inspecteurs de la pérennité d'un paysage, que tout ceci se fonde aussi sur des valeurs juridiques et sur des dispositifs juridiques qui sont souvent extrêmement protecteurs. On ne peut pas modifier l'état d'un lieu sans une autorisation qui parfois remonte à Paris au ministre. Donc, mais pour autant, quand on y réfléchit bien, tous les patrimoines ont une histoire. Ils ont été occupés, aménagés en fonction des besoins du moment. Ces besoins du moment ont parfois entraîné une sorte de beauté communément admise qui a fait dire mais il faut qu'on conserve cette caractéristique-là. C'est vrai pour le bâtiment comme pour la nature. L'occupation humaine d'un espace a fait que certaines espèces végétales ou animales ont colonisé cet espace. Et puis à d'autres moments, la disparition de certaines activités humaines ont fait qu'il y a eu moins d'espèces et moins de plantes intéressantes dans cet espace-là. Donc tout ça évolue en permanence et on a un état du patrimoine qui finalement est un état d'aujourd'hui qui n'est évidemment pas celui d'hier. Un Cahors ou une maison ancienne, c'était habité par des échoppes de métiers qui ont disparu.
aujourd'hui, c'est habité par des personnes qui ont des exigences différentes en matière de confort ou en matière de lumière. Donc, tout ça bouge. Et j'en veux pour preuve que la Convention du patrimoine mondial, notre grande référence à ICOMOS évidemment, cette convention prévoit une catégorie, plutôt une sous-catégorie de biens patrimoniaux au patrimoine de l'UNESCO qui s'appelle les paysages culturels évolutifs vivants. J'ai regardé, je crois que le mot évolutif, c'est continuing, c'est-à-dire ça bouge avec la manière dont la société, l'économie, l'environnement évoluent. Parce que l'environnement évolue aussi. Le trait de côte, je ne vais pas vous faire l'injure à vous autres qui êtes spécialistes du patrimoine maritime et marin, de vous dire que c'est quelque chose de totalement immuable et immobile. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on peut parler de paysage culturel évolutif vivant, mais qu'on peut aussi parler de patrimoine culturel ou naturel évolutif vivant. Alors évidemment, il y a des endroits, des moments qui sont des moments des points où on voudrait s'arrêter. La cité de Carcassonne, est-ce que c'est une cité médiévale ou est-ce que c'est une cité reconstruite au XIXe siècle dans le style troubadour par Viollet-le-Duc? Et on s'est posé la question quand on a voulu et quand on a réussi à la mettre au patrimoine mondial. Et on a fini par dire, écoutez, c'est tout à la fois. C'est à la fois les vicomtes de Trincavel et la croisade albigeoise, c'est aussi bien la construction faite par Saint-Louis et par Philippe III des remparts tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et puis c'est aussi Viollet-le-Duc qui y ajoute des toits en ardoise pointue qui n'existaient évidemment pas à l'époque médiévale. Donc c'est tout ça. C'est aussi malheureusement un petit peu la boîte ou le capharnaüm où l'on vend des épées en plastique à une population touristique surnuméraire. Et donc, il faut en permanence travailler sur ce qu'on a dit au départ, les valeurs culturelles et naturelles du patrimoine, pour véritablement ajuster et repréciser régulièrement ces valeurs. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que finalement, il y a quand même du patrimoine, sinon il y aurait un territoire qui évolue? Parce que les territoires patrimoniaux, les espaces patrimoniaux dont on s'occupe dans notre groupe ICOMOS, sont des territoires qui sont finalement des éléments de référence pour les territoires, entre guillemets, ordinaires. Le patrimoine, il est partout, mais il est identifié dans certains endroits particuliers. Et ces endroits particuliers où il y a une sorte de paroxysme de beauté, d'intérêt, de biodiversité exceptionnelle, il y a aussi de la biodiversité parfaitement ordinaire. Il y a des oiseaux migrateurs bien connus, et puis il y a aussi l'oiseau commun. Et comment on traite les oiseaux? On traite les oiseaux en particulier en maintenant en état d'utilisation dite rationnelle, comme dirait la Convention de Ramsar, pour que les oiseaux migrateurs y trouvent leur place, leur nourrissage, leur repos pendant leur migration. Mais les oiseaux ordinaires, on va aussi essayer de leur faire une place dans nos jardins et dans nos territoires ordinaires, en gardant les haies, en gardant les arbres. Toutes les haies et tous les arbres ne sont pas protégés, ne sont pas jugés par le législateur ou par les experts comme du patrimoine. Néanmoins, le fait d'avoir conservé un bocage, une structure bocagère d'extrême qualité, à un tel endroit, va finalement inciter à en faire autant sur les autres territoires. C'est pour ça qu'il faut du patrimoine. Mais que ce patrimoine n'est pas un patrimoine immuable et figé. Figer le patrimoine, c'est le tuer. Le phare des baleines, tout à fait à l'extrémité de l'île de Ré, il y a à la fois le phare du 19e siècle et puis un phare construit par Vauban. Le phare de Vauban, on ne va pas y toucher. Ah oui, mais si on veut faire apprécier ce phare des baleines et si on veut le maintenir vivant dans une utilisation actuelle qui est le point d'attraction le plus lointain de l'île de Ré, il faut peut-être qu'on fasse une manière de visiter ce phare qui soit possible pour tous les visiteurs. Et les gestionnaires actuels du phare ont trouvé un système de sens unique pour pas que les gens, même avant le Covid, pour pas que les gens se croisent de manière trop intime. Donc, il y a un système de circuit. Et pour ce système de circuit, il fallait, parce qu'on voulait faire visiter à la fois le phare ancien, celui de Vauban, et le phare contemporain au 19e siècle, le phare actuel, celui qui est en service pour la navigation, on voulait le faire visiter
au maximum possible de personnes. Donc on a fait un petit tunnel dans le très épais mur de Vauban. Et il a fallu quelques années pour que l'architecte en chef des monuments historiques accepte cette petite entorse à la gestion patrimoniale, parce que, encore une fois, ce patrimoine est évolutif et vivant, et il faut qu'on essaye d'illustrer, ce qui n'est pas facile, à la fois ce caractère exceptionnel et ce caractère vivant. Voilà. J'en termine, je ne sais pas, oui, il faut que j'en termine, par ce petit document qui a été émis par le premier parc marin, je crois, créé en France, qui est le parc marin de l'Iroise, le parc naturel marin. Vous remarquerez que sur ce parc, on voit à la fois des espèces halieutiques, hein, je ne sais pas si c'est des cachalots, certains parleront mieux que moi, des phoques, et puis de la navigation, et puis un phare, évidemment. Donc à partir de là, dans un espace patrimonial marin, le parc naturel marin de l'Iroise, dont on aurait pu penser qu'il était uniquement préoccupé de la faune benthique et de son cœur de métier. Justement, leur affiche, leurs documents emblématiques, leurs flyers, je ne sais pas quoi, montrent bien que l'intégralité des valeurs patrimoniales ont été prises en compte dans leur projet de territoire, même si ce territoire est très particulier parce qu'il est plus fait d'éléments liquides que d'éléments solides. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'espère ne pas avoir été trop long et ne pas avoir été trop inaudible, malgré des conditions techniques qui, je crois, n'ont pas été toujours optimales. Alors, on va voir les questions, peut-être, à moins que notre animatrice puisse… Je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Oui, parfaitement. Très bien. Merci Isabelle, merci Jean-Pierre pour cette présentation. Ma caméra n'est pas active. Peu importe. Hélène, I haven't got my video. That maybe doesn't matter. OK, thank you, Hélène. On essaie de répondre aux questions, c'est comme… Voilà. Oui, exactement. Donc, nous avons 5 questions. Alors, la première est en anglais. Donc, comme annoncé, si vous souhaitez prendre le temps pour répondre aux questions en anglais par mail après, c'est comme vous souhaitez. La question concerne les navires historiques ou les répliques, comme la frégate de la classe Concorde Hermione, pour savoir s'ils sont couverts par ICOMOS. Est-ce que vous souhaitez répondre maintenant à cette question ou prendre le temps d'y répondre par écrit? Et on mettra en ligne. Isabelle, mets ton micro. Oui, ouais. Tu as le… Oui, je pense que je ne l'ai pas lu et je pense que ça serait mieux de prendre 5 minutes, même si je réponds dans l'après-midi. Okay, à brûle pour point, j'ai l'impression que c'est du patrimoine mobilier et que je n'ai jamais rencontré trop de cas de cet ordre, mais je veux me concentrer un peu plus pour répondre. So Brian Corbett, so Isabelle will answer you later on the Pericles website because she needs to verify some information about this question. So if you agree to wait this answer. La question suivante de Nicolas Boyer, quelle appréciation l'UNESCO et avant l'ICOMOS portent sur une candidature d'inscription sur la liste du patrimoine mondial qui ne tient pas compte du tourisme et de l'état des lieux du territoire en général, hors patrimoine mégalithique? Je ne sais pas qui souhaite répondre. On en pense a priori pas du bien. Je pense que la question appelait quasiment la réponse. Ce qui est quand même bien, c'est que dans les tout premiers temps de la Convention du patrimoine mondial, il y avait un formulaire technique et puis on s'arrêtait là et on ne regardait pas trop dans quel état d'authenticité, c'est le mot qui est consacré dans la Convention du patrimoine mondial, existait. J'ai parlé de Carcassonne. Je pense que l'UNESCO maintenant demande non seulement un rapport sur l'authenticité du bien, dans quel état il est aujourd'hui, que ce soit un bien naturel ou un bien culturel d'ailleurs, et puis demande aussi un plan de gestion. Et ça, c'est très important, parce qu'on peut très bien avoir un patrimoine qui était très beau à un moment ou à un autre et qui se dégrade parce qu'on ne l'a pas géré. Et donc, il faut véritablement tenir compte de l'ensemble des facteurs
l'ensemble des facteurs qui peuvent faire évoluer le patrimoine, même si on a dit qu'il devait être évolutif, il ne faut pas qu'il évolue n'importe comment. Donc, a priori, moi je dirais que ce dossier, un dossier qui parlerait d'un site très fréquenté et qui gommerait les touristes des photos d'illustration du dossier de candidature, serait un dossier non seulement incomplet, mais peut-être même malhonnête. Voilà. Bon. Oui, si je peux dire juste un mot, je pense que dans le process d'étude du dossier avant son inscription, c'est forcément un volet qui manquerait dans l'établissement du plan de gestion. Donc, ce serait forcément relevé par les expertises qui ont lieu sur le site. Donc, on en penserait probablement pas du bien, mais... Très bien. Alors, après, il y a une question intéressante. Question suivante, Daniel Tintinger, question pour Jean-Pierre Thibault, excusez-moi. Et ne pensez-vous pas que la participation des habitants vient après une première médiation des patrimoines, voire éducation au patrimoine et éducation au territoire, qui influencerait leur perception du patrimoine et du territoire afin de les impliquer dans un projet? C'est une question très intéressante parce que c'est un peu la poule et l'œuf. Ce qu'on appelle aussi dans les documents UNESCO la capacity building. Je ne sais pas comment traduire ça en français. C'est-à-dire en fait construire la compétence. Alors, il est évident que il faut mener ça de front. Dire par là que moi je suis intimement convaincu que l'homme est un être sensible et qu'il est en particulier sensible à la beauté des lieux. Même si cette beauté n'est pas forcément la même que celle qui est pour un expert ou pour un spécialiste. Ce n'est pas forcément pareil, mais il y a cette sensibilité de base. Alors, je veux dire, un riverain de l'océan va forcément, le matin, quand il ouvre ses volets, considérer l'espace qui est devant lui et le considérer avec une certaine tendresse. Évidemment, quand un certain nombre d'éléments plus ou moins visibles lui sont opposés pour ne pas réaliser telle ou telle activité économique ou sociale dans cet océan, ne pas se baigner à tel endroit, ne pas pêcher à tel autre, il va se poser des questions. Je pense qu'on doit, dans un projet de mise en valeur du patrimoine, avoir ce volet éducatif, avoir ce volet d'explicitation d'un certain nombre de choses que l'habitant de base n'a pas forcément vu spontanément. Sur le golfe du Morbihan, encore que, mais sur le golfe du Morbihan, toute personne, notamment nouvellement arrivée, n'est pas forcément au courant de l'intérêt des mégalithes, ou de leur histoire, ou de leur caractère parfaitement exceptionnel. Donc il y a un travail d'explication à mener. Mais en même temps, l'habitant de base, je crois, est parfaitement sensible à ces questions patrimoniales. J'ai vu le maire de Brouage, qui n'était pas forcément doté d'un nombre de diplômes considérable, être extrêmement satisfait du retour des cigognes sur les mâts à cigognes qu'on avait implantés dans le Marais. Donc voilà. Et d'autre part, les habitants ont des connaissances patrimoniales souvent insoupçonnées. C'est-à-dire quelqu'un qui va à la chasse dans les marais ou quelqu'un qui pêche à pied, il sait où sont un certain nombre d'éléments naturels qu'évidemment les experts qui y passent, même très, très diplômés, même très compétents, ne verront pas forcément. Donc il y a vraiment un travail d'itération à faire entre les savoirs autochtones, les savoirs citoyens, les savoirs vernaculaires et les savoirs plus savants. Voilà, je pense que c'est important de tenir les deux bouts de la ficelle. Alors. Oui, autre question suivante de Stéphane Rodriguez. Dans la notion de patrimoine, intégrez-vous aussi le patrimoine archivistique? Oui, il n'y a pas de... Enfin, c'est cette histoire de patrimoine immatériel dont on parlait. Les archives, elles racontent quelque chose. Je ne sais pas si c'est les archives comme morceaux de papier ou comme dossier. Quand c'est une pierre sculptée, bien sûr, oui. Mais quand c'est une archive papier qui se trouve dans les archives départementales ou je ne sais trop où, ils vont raconter des choses. Et l'étude
les valeurs patrimoniales va aussi avoir comme source les archives. Je ne vois pas trop quoi d'autre répondre à ce stade. On pourra compléter le cas échéant. Question de Katia Frangoudès. Est-ce que dans la notion du patrimoine évolutif, nous pouvons inclure la question actuelle du patrimoine gênant, sachant que ce qui est entendu par patrimoine gênant, Katia Frangoudès précise, notre histoire coloniale. Oui, bah évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment, c'est un élément qui doit être pris en compte et quand on tire le fil du patrimoine, on va toujours trouver des choses extrêmement, extrêmement terribles. Bordeaux, patrimoine mondial, ben, j'en parle parce que j'y habite. Bordeaux, patrimoine mondial. Oui, Bordeaux, je ne sais plus combien il y a eu de navires de traite qui en sont partis. Donc, on est en pleine dans l'actualité, il ne faut pas non plus se laisser rendre prisonnier de l'actualité, mais néanmoins, les stratifications patrimoniales doivent ne pas mettre sous le tapis les choses gênantes. C'est l'occasion peut-être, quand on fait ce projet, quand on fait un projet de mise en valeur du patrimoine, d'un espace patrimonial, de tout regarder. Et quand on veut transcrire dans la nature, ben, on a aussi des espèces qui ne sont pas toujours très sympathiques. Elles font partie aussi du bien patrimonial. Voilà. Il faut bien sûr parler de l'île de Gorée, qui est au patrimoine mondial. Vous savez, il y a quand même, quand on a au patrimoine mondial Auschwitz et Staten Island, vous avez dans un degré de tragique un peu différent, mais quand même pas terriblement sympathique dans les deux cas, ben, on peut se dire qu'effectivement, on n'a rien occulté. Très bien. Question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de la valorisation patrimoniale d'un système de transport public? Ça existe, il y en a. Il y a le train du Semmering en Autriche, un train montagnard assez vertigineux qui est au patrimoine mondial. Alors peut-être après, je pense qu'il y a aussi, il me semble que Wuppertal avec son petit train monorail en hauteur est aussi au patrimoine mondial. On a aussi des ascenseurs à Valparaiso. Il me semble qu'un jour on avait auditionné Valparaiso et qu'on avait vu ça. Donc ça fait, après, quelle est l'histoire de ce transport public? En quoi il a été quelque chose d'intéressant sur le plan morphologique et esthétique? En quoi il a marqué une période particulière de l'histoire humaine? C'est là aussi qu'on est dans le patrimoine évolutif. Hein. Si on voulait classer le Mont Blanc au patrimoine mondial, ce qui est une chose qui court de temps à autre, je suppose qu'on y intégrerait assez facilement les téléphériques un petit peu audacieux qu'on a fait dans les années 50. Hein, le téléphérique de la Gare du Midi a été inauguré en 1951 après plusieurs tentatives un petit peu infructueuses pour atteindre cet endroit. En plus de ça, qu'on n'est pas certain qu'il va se pérenniser parce que avec le réchauffement climatique, ce qui tenait debout les aiguilles de Chamonix est en train de fondre. Donc on a des éboulements de sérac assez terribles. Bon, oui, donc oui, sûrement. Patrimoine industriel qui est juste en dessous, je pense que ça en fait évidemment partie aussi. Il y a plein de patrimoines industriels qui sont à UNESCO. Les fameux terris du Nord-Pas-de-Calais, hein, le bassin minier. Très bien. Autre question, alors il est 13h59, mais Isabelle, Jean-Pierre Thibault sont d'accord pour poursuivre un peu plus longtemps pour pouvoir répondre à toutes les questions, en tout cas le maximum de questions, donc je poursuis. Question pour vous Jean-Pierre, cette méthodologie pourrait être appliquée pour mettre en valeur tout autre type de patrimoine, question, et par exemple le patrimoine industriel? Absolument. Ben, je crois que ça peut s'appliquer parfaitement au patrimoine industriel. Quelles sont les valeurs? Comment on fait participer les habitants, comment on fait un projet de mise en valeur marche après marche, comment on évalue, comment on rend ce patrimoine évolutif. Je parlais du Nord-Pas-de-Calais, du bassin minier, il est typiquement dans ce cas de figure. Et précisément, les problèmes qui s'y posent aujourd'hui, qui sont des problèmes de logement absolument monstrueux, de logements qui sont à la limite de l'insalubrité, les problèmes d'emploi qui ont du mal à réémerger après la fermeture des mines, enfin tout ça nécessite un projet et ce projet est en cours actuellement, il n'est pas facile à mettre en place. Il a heureusement quelques premières strates ou quelques premiers jalons qui ont été posés et donc oui, on a absolument à englober ce genre de patrimoine. Oui.
certains anciens ports, par exemple, pour parler des, bon. Autre question de Jacques Madec, donc Maria Kerr, pour à nouveau Jean-Pierre. Au niveau de la défense des patrimoines, quel choix faire dans la défense des différents patrimoines maritimes lorsqu'ils sont très multiples? Peut-on ou doit-on tout garder? Critères de priorité. Vaste question. Aïe, 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 aïe. Oui, bah oui. Ben oui, bien sûr. Et les patrimoines maritimes, ils sont aussi bien naturels que culturels. Et effectivement, dans la diapo, je crois que c'était la première, enfin sur le premier point de méthode, il y a des contradictions, il y a des conflits et il y a des arbitrages à faire. Et alors, c'est sûrement pas un spécialiste venu de je ne sais trop où, de Paris ou de je ne sais pas où est le siège de... Bah si, Paris, parce que c'est le siège de l'UNESCO et du gouvernement français à la fois. C'est pas lui qui va le dire. Il va donner des éléments. Et puis après, on va regarder comment ça se passe et on va regarder, y compris que la population. Imbrication des valeurs naturelles et des valeurs locales et des valeurs universelles. On ne va pas forcément pouvoir tout garder. Quand on a décidé, quand d'illustres restaurateurs de patrimoine ont décidé de restaurer Carcassonne, je crois qu'ils en ont beaucoup démoli aussi. Sur une ville médiévale, quand on veut la rendre vivable aux normes actuelles, c'est-à-dire quand on veut qu'elle soit, que les appartements soient lumineux et pas trop de pertes énergétiques. Il y a des choix à faire. Et nous avons rencontré l'architecte des bâtiments de France de Cahors qui nous racontait comment, étant donné que le patrimoine de Cahors s'est stratifié avec qualité de l'époque médiévale au XIXe siècle, à peu près, même quelquefois dans les années 50 ou 60, eh ben, comme il fallait redonner de la lumière, on démolissait avec discernement un certain nombre d'éléments qui permettaient de refaire passer ces éléments de confort et de refaire venir ce qui était l'objet, je rappelle, du projet de la ville de Cahors, des habitants dans le centre historique. Je ne sais pas quel élément prendre sur le patrimoine maritime, mais quand on veut maintenir un phare en état à la fois de beauté patrimoniale, de marqueurs paysagers, éventuellement aussi de nichoirs à oiseaux, il y a des choix à faire. Et en particulier sur la manière de le faire visiter ou de réutiliser les bâtiments annexes, les logements de gardiens qui sont à son pied. Les accueils aussi. Enfin bon, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire tout le temps et voilà, c'est ça l'objet et la beauté du projet. Autre question au niveau de Katia Frangoudès. Dans vos présentations, vous faites plus le lien entre patrimoine naturel et matériel. Qu'en est-il du patrimoine immatériel et naturel, et en particulier des activités maritimes, pêche ou conchyliculture? Parc naturel marin de l'Iroise. Dans les travaux qu'ils ont réalisés au moment de la rédaction de leur charte, il y a énormément de choses qui ont été faites et de témoignages recueillis sur justement les pratiques de pêche. Ils ont fait un énorme travail également sur les phares et les témoignages des gardiens de phares, qui étaient tous à la retraite, parce qu'on a cessé de garder les phares, ils sont tous automatisés. Donc il y a un vrai travail sur ce genre de choses. J'ai un autre exemple qui est un peu particulier. C'était une usine de dynamite sur la côte de Catalogne Nord, des Pyrénées-Orientales, l'usine Nobel. Là, le problème se posait, et ça rejoint la question précédente, de savoir ce qu'on allait garder comme trace de ce patrimoine côtier qui était auparavant une usine un peu dangereuse et donc extrêmement, extrêmement surveillée. Et des témoignages ont été pris, ont été auditionnés de l'ensemble des anciens ouvriers de cette fabrique pour voir avec eux quel type de mise en valeur on pouvait faire de leur travail précédent. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait, j'ai peut-être répondu un peu à côté, mais oui, le lien avec la mémoire des acteurs du patrimoine est important. Ces acteurs pouvant être d'ailleurs aussi bien des acteurs anciens, aujourd'hui retraités, dont on a conservé simplement la parole parce qu'on a fait des collectages, ou des acteurs contemporains. Le Marais de Guérande, acteur contemporain.
on ne fait pas de projet sur le marais de Guérande sans mettre en scène et mettre en capacité de travailler sur le projet les paludiers du marais de Guérande. Autre question. Quel genre de dispositif, technologique ou non, peut être mis en place pour s'imprégner de l'histoire, des anecdotes d'un territoire sans avoir à déranger, entre guillemets, les populations locales? Est-ce que cela dérange les populations de les intégrer à un parcours touristique? Et suite à cette question, Fanny Cahuzac rebondit en demandant, malgré toute la bienveillance qu'on peut y mettre, comment ne pas faire des habitants les Indiens de la réserve, à nouveau entre guillemets, invités à témoigner de leur mode de vie, de leur histoire, de leur propre authenticité. Oui, oui, c'est un vrai beau sujet. C'est un vrai beau sujet, surtout que les habitants ont souvent peuvent avoir ce réflexe de repli et de fermeture. Les solutions ne sont jamais simples. C'est vrai que leur donner la parole tout de suite sur les valeurs qu'ils doivent défendre en tant qu'habitants d'un espace patrimonial leur permet qu'ils se considèrent eux-mêmes et que, éventuellement, les spécialistes les considèrent comme des interlocuteurs valables, et qu'ils contribuent au projet, qu'ils aident à le faire vivre. Il y avait comme ça une expérience qui avait été faite à Saint-Guilhem-le-Désert avec une sociologue qui avait donné cette parole à tout le monde et identifié des stratégies des habitants vis-à-vis des touristes pour justement éviter de faire les Indiens. Et c'était assez intéressant parce qu'on avait comme ça une sorte de spécialisation spatiale. C'est assez terrible. Et il fallait éviter justement ce genre de choses, mais on l'avait constaté. Il y avait la rue principale, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Saint-Guilhem, il y a une rue qui serpente et qui amène vers l'abbatiale. Et cette rue, elle est intégralement occupée par des boutiquiers qui vendent des savons ou des souvenirs. Et puis on arrive dans le haut du village, et là, c'est l'espace des habitants du village. Ils se sont réservés, il n'y a pas de boutique à touristes. Et puis il y a un espace d'observation entre les touristes et les habitants, qui est la place principale, où les gens s'observent, se regardent, se reniflent en quelque sorte. Mais il n'y a pas de... Là, encore une fois, on n'a pas de recette miracle. Ce qu'on dit simplement, et ce qu'on affirme est fort, hein, c'est que les habitants doivent participer au projet, à la gestion et à la mise en valeur et à l'accueil des touristes. Et pas simplement comme témoignage un peu mièvre d'un autochtone, mais véritablement comme hôte permettant aux touristes de découvrir avec, de manière vivante les merveilles du lieu. Il y a des expériences comme ça, ce qu'on appelle les greeters. Ça doit dire quelque chose à nos amis anglophones, parce que c'est né dans les pays anglo-saxons, je ne sais pas si c'est en Angleterre ou aux États-Unis ou au Canada. En tout cas, il y a cette expérience-là qu'on a baptisée dans la petite Camargue les ambassadeurs du patrimoine. Et ces gens sont signataires d'une charte, c'est des chambres d'hôtes, hein, ou c'est simplement des gens qui sont bateliers dans un marais, par exemple. Ils ont des histoires à raconter, ils les racontent avec beaucoup de générosité vis-à-vis des visiteurs. Et qu'en fait, il ne faut pas que l'habitant soit là à guetter le visiteur au coin du bois avec une massue pour le délester de ses quelques sous, mais qu'il soit là pour raconter l'histoire honorable, merveilleuse du lieu où il habite, où il a choisi d'habiter très souvent. Je réponds trop long, je réponds avec voilà, les questions sont passionnantes, donc j'y réponds avec passion. Voilà. En réponse, je pense que les participants sont toujours là, donc ils vous écoutent attentivement également. Je poursuis à nouveau Jacques Madec. Comment adapter l'investissement d'un programme de restauration, donc du long terme, dans le cadre d'une politique locale, financement limité et à court terme? Oui, il faudrait que je l'ai sous les yeux. Ah voilà, voilà. Je pense que là, on est dans l'ingénierie financière, dans de l'ingénierie de projet dont l'ingénierie financière fait partie. Bon, là, on est dans la recommandation numéro 3, en quelque sorte, qui est de dire il faut donner envie. Si on a, alors ça dépend beaucoup des projets. Quand on a vraiment un dispositif d'accueil très, très massif à réorganiser complètement, ça va être difficile de le faire en étapes successives. Quand on a
quand il a fallu revenir en arrière d'1 kilomètre toutes les installations de la Pointe du Raz, il a bien fallu dépenser une somme d'argent non négligeable dans lequel on a fait appel à toutes les bonnes volontés, y compris au mécénat. C'était une des premières fois qu'on faisait du mécénat sur les sites. Mais quand on a des espaces plus complexes, là c'est peut-être plus simple parce que justement on a cette capacité de donner envie et de faire croire à partir de choses assez modestes. Souvent en commençant modestement, on va petit à petit, on peut espérer en tout cas sans garantie, faire boule de neige. Je pense à une commune que j'ai visitée il n'y a pas très longtemps à l'occasion des journées du réseau des grands sites sur le Cap Sizun. C'est la commune de Pontcroix. Certains la connaissent peut-être. Très beau potentiel médiéval, Renaissance, une profusion de monuments, en plus un peu de patrimoine immatériel parce qu'il y avait une sorte de pensionnat où toute une série de Bretons célèbres ont fait leurs études chez les bons pères. Je crois que c'est ça. En tout cas, Pontcroix, quand on regarde la commune, on a encore un sentiment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais on arrive, pas très loin de la mairie, mais peu importe, sur un petit espace public très joliment aménagé, sur un musée municipal, dans une ancienne maison, et on se dit qu'ils sont bien partis. Et que s'ils font petit à petit la même chose sur l'ensemble du bourg, on aura quelque chose de fabuleux dans 10 ou 20 ans. Pas oublier non plus que le patrimoine a le temps. Les habitants, les mandats électifs sont de 6 ans, de 5 ans. Le patrimoine, lui, il attendra. Mais chacun apporte sa pierre. Et entamer un processus de reconquête de qualité patrimoniale et de mise en valeur du patrimoine, ça commence souvent par peut-être quelques coups de peinture ou quelques petits cheminements qu'on a voulu installer. Mais évidemment, pour autant, il y a un autre principe qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que finalement, les gestionnaires de droit commun, de premier rang de l'espace patrimonial, ils sont souvent pas très nombreux et pas très riches. Bon, je ne parle pas de la ville de Paris, je ne parle pas de la ville de Lyon ou de ce genre de choses, mais je parle des petits villages, des petites communes qui voient décupler leur population pendant l'été. Je dis que ces collectivités ou ces acteurs du patrimoine local ont droit à la solidarité nationale parce que ce qu'ils vont faire va accroître, bien au-delà des limites communales, l'attractivité du secteur sur lequel ils ont commencé à travailler. Donc, ils ont droit à cette solidarité départementale, régionale, nationale, mondiale, je ne pense pas, parce que la France n'est pas vraiment considérée comme un pays pauvre par l'UNESCO, au point de ne pas être capable de restaurer son patrimoine. Question suivante, alors je vais essayer de reformuler. Avez-vous eu dans vos projets utiliser des technologies pour de la co-création et inclusif? Là, je ne sais pas exactement, mais l'idée principale, c'est ça. C'est ce qu'il y a eu des dimensions nécessitant dans des projets d'intégrer des technologies pour de la co-création. Technologie. Voilà, je vais peut-être préciser la question, là je vois pas bien. Si la personne peut affiner. Ah voilà, je l'ai sous les yeux. Des projets, une dimension. Ah oui, c'est peut-être l'aspect comment faire participer les habitants. Alors, je ne sais pas. Si c'est ça, il existe des techniques, oui, mais elles ne sont pas forcément infaillibles. Et ça revient au problème de l'éducation et de la capacity building de tout à l'heure. Il y a des manières finalement de faire participer. J'ai parlé des arpentages ou des balades de terrain. J'ai parlé des spécialistes finalement de la participation citoyenne qui savent animer une réunion et qui ont des techniques pour ça, y compris pour faire parler ceux qui sont plutôt de ce qu'on appelle des taiseux. Je ne sais pas si le terme est traduisible en anglais, je serais curieux de savoir comment. Enfin, des gens qui s'expriment mal ou peu, ou qui pensent qu'ils s'expriment mal ou peu, ce qui n'est pas forcément vrai. Pas évident. Mais on a alors des exemples précis, il y en a quelques-uns sur le site du réseau des grands sites parce qu'ils ont travaillé là-dessus. Je pense notamment aux Gorges du Gardon où il y a eu
Alors, c'est très chronophage hein, de faire participer les gens, donc ça nécessite un peu d'argent aussi. Mais c'est pas, voilà, c'est pas. Bon, je peux pas dire en dire beaucoup plus à ce stade. Enfin, je vois pas quoi dire. Je sais pas si Isabelle, tu as des idées là-dessus. Co-créer. Le principe lui-même est intéressant. Question suivante. On parle de participation des habitants et à revenir à la localité pour pouvoir préserver le patrimoine. Comment cela se traduit avec les chartes et documents internationaux de l'ICOMOS et l'UNESCO et d'autres, alors que ces spécialistes viennent du monde entier et donc ne peuvent pas forcément comprendre vraiment l'esprit du patrimoine dans certaines régions et la vision des habitants vis-à-vis de ce patrimoine, ce qui rejoint un petit peu ce qui a été demandé au préalable. Alors, il y a les actes d'un colloque qui a eu lieu dans les années 2004 ou 2005, je retrouverai la référence exacte, à Amsterdam, fait par le comité néerlandais de l'UNESCO et qui nous avait donné l'idée et qui nous a beaucoup servi pour bâtir le colloque Valeurs universelles, valeurs locales de 2009. Il y a énormément de cas concrets qui ont été exposés lors de ce colloque d'Amsterdam, dont on retrouve les actes sur le site de l'UNESCO, du Centre du patrimoine mondial. Universal and Local Values. Ça peut se retrouver assez facilement sur le site de l'UNESCO, ou peut-être de la commission néerlandaise de l'UNESCO. Et ça racontait notamment comment dans certains pays, je pense à certains pays d'Afrique, on avait méconnu les savoirs habitants et comment le patrimoine s'était dégradé parce que précisément les valeurs d'usage avaient été négligées. Notre ami Lassana Cissé du UNESCO Mali, du ICOMOS Mali, nous racontait comment dans le pays d'Ogon, dont il a été très longtemps le conservateur, les touristes venaient dans un espace particulièrement intéressant de la falaise de Bandiagara, hein, et comment, à un moment donné, les conservateurs du site s'étaient rendus compte qu'un certain nombre d'objets disparaissaient. Alors, ils se demandaient ce qui se passait, pourquoi ces objets disparaissaient. Ils avaient fait leur enquête auprès des habitants. Et les vieux du village, c'était l'endroit où ils venaient prendre le soleil, où c'était à l'ombre, ils venaient faire la sieste l'après-midi. Et les touristes venaient voir ce lieu qui était particulièrement intéressant. Ils venaient voir aussi et photographier quelques objets vernaculaires particulièrement significatifs du savoir-faire d'Ogon. Donc, gênés par les touristes et embêtés d'être en permanence dérangés par ces habitants, ces visiteurs qui arrivaient là, et qui reprenaient des photos et autres, les vieux ont dit, bon, puisque c'est comme ça, ce qu'ils viennent photographier, on va le planquer dans un coin, comme ça, il n'y aura plus de touristes. Donc, attention, si on méconnaît les savoirs autochtones et les pratiques autochtones, on va se heurter à des sortes de résistance passive, tout à fait compréhensible, tout à fait légitime de la part des habitants. Donc il faut ajuster les choses. Ensuite, Nicole Roux, donc Université de Bretagne occidentale, avez-vous dans un de vos projets une attention aux dimensions du genre ou est-ce que cela reste un impensé dans vos travaux? Ah, Isabelle, peut-être. Peut-être que moi je peux répondre aussi, même si je suis encore dominant. C'est une question auquel vous pouvez aussi décider de répondre un peu plus tardivement pour prendre le temps d'y réfléchir, si vous souhaitez. Elle n'est pas simple. Hein. Non. Alors, si j'ai vu récemment un colloque organisé dans le Priorat en Catalogne, précisément sur le thème des femmes et du patrimoine. Il faut que je retrouve ça. Ça a existé. Enfin, il n'y avait pas longtemps. Hein. L'an dernier, il y a eu un colloque sur Women and Heritage, le tout en espagnol et en catalan, sur ce sujet. En gros, oui, l'histoire de la transmission des valeurs par les mères et la manière dont ça implique ou pas des éléments de patrimoine. Si j'avais aussi vu ça dans un petit village des bords du lac Atitlan au Guatemala, où il y avait une importance donnée aux femmes dans la transmission des valeurs patrimoniales et des savoir-faire. Oui, ça existe un petit peu, un peu partout.
Oui, presque, je pense. Nous, on n'a pas de travaux particuliers, c'est vrai, donc sur ce sujet qui est assez peu abordé, non, c'est une question, c'est pas facile d'y répondre, en même temps, c'est assez passionnant, mais j'ai pas d'exemple précis, mais on peut s'écrire en dehors aussi pour avoir le temps de trouver des exemples plus précis. Je suis bien certaine qu'on pourrait dérouler des pelotes intéressantes si le sujet vous intéresse particulièrement. Il n'y a aucun problème. Là. Écoutez, donc Nicole, voilà. La discussion peut se poursuivre ultérieurement et puis si d'autres sont intéressés, vous pouvez, Jean-Pierre et Isabelle, prendre le temps d'y réfléchir et puis on retransmettra. Oui, bien sûr, avec grand plaisir, bien sûr. Question suivante, Facilis Piratos des DTM 56. Quels points positifs, difficultés particulières et marges d'amélioration identifiez-vous à la démarche existante pour la protection et la valorisation des valeurs culturelles et naturelles du golfe du Morbihan? C'est une vraie consultation, ça. À mon avis, des gens comme Jacques Madec ou comme Vassilis Piratos sont peut-être mieux placés que moi pour répondre. Moi, je crois j'ai dû y aller dans toute ma vie 2 fois, donc je serais un peu outrecuidant de donner des leçons. Bien. Sylvette Denef, qui demande comment est financé ICOMOS et quelles sont les relations entre les propriétaires et ou les institutions et ICOMOS. C'est pour Isabelle, ça. Oui. Alors, ICOMOS International est financé par les redevances que les comités nationaux versent. Pour la partie, il y a deux ailes de budget, une partie fonctionnelle qui est donc financée par les cotisations que les comités nationaux versent et une partie UNESCO qui est financée par le Centre du patrimoine mondial. Voilà. Outre cela, il y a certains fonds qui parfois, comme la Getty Foundation ou bien le Christophsen Fund, je crois, qui alimentent certaines thématiques et les travaux de certains groupes scientifiques internationaux, plus précisément et plus pour des actions précises. Pour ce qui est d'ICOMOS France, nous sommes principalement, notre première de financement, c'est l'adhésion de nos membres, sur laquelle nous gardons une partie et nous reversons une partie à ICOMOS International. Et nous avons également le soutien du ministère de la Culture et du ministère de l'Écologie, de la transition écologique et solidaire. Tout le temps. Pour une partie qui est non négligeable et qui soit de toute façon évidemment remerciée, mais qui n'est pas d'ordre à mettre en péril l'indépendance de notre comité. Ensuite, Jacques Madec à nouveau. Comment développer la co-construction et éviter les conflits d'intérêts d'usage? Y a-t-il des exemples positifs? Alors, je dirais que je ne connais pas de territoire qui n'ait pas une complexité donnant lieu à des conflits d'intérêts et d'usage. Maintenant, il y a des fois, on réussit à les dépasser et on réussit à en faire des projets positifs. J'ai vécu dans ma carrière administrative la naissance difficile, douloureuse d'un sacré paquet de grands sites. J'ai montré tout à l'heure la Vézère sur le diaporama, mais bon, il y en a eu plein d'autres. Je dirais qu'autant de grands sites labellisés Grands Sites de France, pour l'instant il y en a 20, peut-être bientôt 21, autant de manières dont petit à petit on a surmonté les conflits. Et pourtant, le grand site, c'était par définition et initialement et historiquement un lieu conflictuel, puisque le problème générateur des grands sites, c'était la surfréquentation. Donc on avait le triple conflit entre les habitants, les visiteurs et les valeurs patrimoniales du site. Dégradation, piétinement, économie de cueillette, mal-être des habitants envahis par les touristes. Bon, les grands sites n'ont pas le monopole, évidemment, des résolutions de conflits.
Mais autant de grands sites, autant d'histoires singulières, particulières, de façon de surmonter précisément ces difficultés. Et ils sont partis vraiment de choses épouvantables. Enfin, l'origine de la politique des grands sites de France, il y a le constat désastreux de la dégradation patrimoniale de ces espaces, justement sous l'effet du tourisme. Et cette dégradation était non seulement patrimoniale, mais elle était aussi sociale. C'est-à-dire que les habitants fuyaient. On avait des sites qui devenaient totalement muséifiés. Donc les conflits, on arrive. Mais ce n'est pas facile. Moi, je dirais qu'un grand site, ça accouche en 10 ans avant de faire un vrai projet. Donc c'est un boulot assez considérable, mais bon, il faut s'y attaquer. Hein. Stéphanie Pouplier, quelle place est donnée aux langues régionales dans la valorisation du patrimoine? Que recommandez-vous pour les prendre en compte? Vous pouvez répondre en Utsita, si vous voulez. Dans le breton, je ne saurais pas, mais d'autres ici, dans le Morbihan, le savent. Et on est dans l'idée du patrimoine immatériel. Ça fait partie, je dirais, de l'identité d'un lieu, ça fait partie aussi de son héritage, ça fait partie de sa vie. Faire découvrir cette richesse patrimoniale que sont la multiplicité et la qualité des langues de France, me semble faire partie des projets, me semble en tout cas devoir être intégrés dans les projets de mise en valeur du patrimoine. Parce que les valeurs locales sont inséparables de la langue qui les exprime. Et pour le coup, il y a des endroits où je regrette vivement que l'expression des plaquettes touristiques, alors je sais que dans le PNR Périgord-Limousin, d'où est issue la question, les plaquettes et les documents du parc font une large part à l'Occitan limousin. Mais ce n'est pas partout le cas. C'est le cas dans le PNR du Haut-Languedoc, ce n'est pas le cas dans le PNR, je crois, de Narbonnaise, etc., etc. Mais ça, encore une fois, on ne va pas non plus dicter des choses. C'est aux populations locales, aux acteurs locaux, aux élus locaux de décider si oui ou non cette chose-là leur paraît importante. Moi, ce que je dis à titre personnel, c'est que ça fait partie, je crois, de ce patrimoine, de cette expression des valeurs patrimoniales qui devrait être toujours regardée de manière attentive. Marie-Laure Druet, concernant l'accès au... Isabelle. Ah, pardon, excusez-moi. Non, pardon, je voulais juste ajouter un mot sur la notion de patrimoine immatériel qui, au niveau de l'UNESCO, est portée par une autre convention que celle de 1972, et qui est celle de 2003. Et à ICOMOS France, nous venons d'entamer, dans le cadre de notre groupe Patrimoine Mondial, un travail de lien à faire nécessaire entre la convention de 72 qui traite du patrimoine culturel matériel et celle de 2003. Donc, j'espère que, j'ai confiance qu'on arrivera à mener un travail. Ça va peut-être prendre un certain temps, mais arriver à avoir un document ou quelque chose qui permette de mettre les éléments de valeur immatérielle au cœur de la reconnaissance globale des valeurs d'un site. Voilà, en tout cas, c'est un travail que nous venons d'entamer. Si certains sont intéressés, on peut toujours s'écrire et on peut... J'ai aperçu Claire Cornu parmi les gens qui ont posé des questions, pas sur la pierre sèche, enfin je sais qu'elle y travaille beaucoup, et sur le patrimoine immatériel de la pierre sèche, là je crois qu'on a vraiment un lien possible et assez facile finalement à identifier. Voilà, en tout cas on a des travaux en cours et si ça vous intéresse d'y participer, il faut prendre contact avec ICOMOS France. Marie-Laure Druet, concernant l'accès aux paroles des habitants, des touristes ou de tous les acteurs concernés, avez-vous des questions types que vous posez à chaque site ou lors de projets sur ces sites? Comment menez-vous les enquêtes? Cris d'entretien, point d'interrogation, et sur quoi vous basez-vous? Ce n'est pas facile parce que, par définition, chaque site est unique. L'une de nos plaies en matière de patrimoine, c'est certes la dégradation, l'abandon, l'oubli, mais c'est aussi la banalisation. Et donc, on ne peut pas poser la même question sur deux sites très différents. Après, il y a des types de questions à poser. La première question à poser, c'est pour vous, c'est quoi ce site? Quelle valeur y attachez-vous? Vous, pêcheurs, vous,
octogénaire, vous, jeunes qui venez d'arriver, ou qui ne venaient pas d'arriver, mais qui y étaient, qui vous embêtaient un peu dans le village mort. Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous ce site? Et c'est l'accumulation de ces questions qui, peut-être, va finir par donner une déclaration de valeur. Encore une fois, ça va dépendre des sites. Et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre, heureusement. Juste peut-être une petite précision pour la question précédente de Stéphanie Poublier. Elle était rattachée au PNR Périgord-Limousin. Voilà, je n'arrivais pas à le lire entièrement. Oui, langue régionale, oui. Oui, parce que leurs documents sont bilingues. Patricia Hollard, comment concilier la présentation de certains sites maritimes, par exemple le golfe du Morbihan, avec le développement innombrable l'été de bateaux à moteur, voire de scooters des mers? Ouais, et en montagne, des VTT, des 4x4 et compagnie, et des quads. Des quads sur les dunes, c'est beau les quads sur les dunes aussi. Il y a eu il y a quelques années une avancée intéressante en matière d'environnement qui était sur l'utilisation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels. C'est notre amie Claudine Zisberg qui était un peu à la manœuvre pour établir ce qui a été finalement une interdiction, enfin une régulation. C'est-à-dire que le maire de la commune ou le préfet à défaut peut réguler pour des motifs patrimoniaux l'utilisation de ces objets qui sont parfois ludiques, mais parfois et surtout nuisants. Y compris nuisants pour les autres, hein, parce que ça fait du bruit. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, c'est ça. Ouais, si. Oui. Ensuite, Lydiane Estève, concernant la question financière de Jacques Madec qui était posée plus haut, je souhaitais apporter un point de vue complémentaire. Donc, l'investissement tient une place importante dans les projets patrimoniaux, mais aujourd'hui, par exemple, sur les grands sites de France, le nerf de la guerre, ce sont les budgets de fonctionnement portés par les collectivités qui assurent la gestion des espaces patrimoniaux au quotidien et qui sont sur le long terme et sur le terrain avec des équipes. Voilà, oui, Lydiane, c'est la numéro 2 de RGSF. Enfin, s'il y a une hiérarchie dans le RGSF, mais enfin, c'est une parole autorisée, on va dire. Et je ne dirais pas mieux qu'elle. Claire Cornu, alors, j'ai commencé avec Claire Cornu. Dans le plan de gestion d'un paysage, comment inclure les savoir-faire spécifiques pour son entretien? Je pense au Haut-Douro avec ses terrasses en pierre sèche de schiste, dont vous parliez tout à l'heure, Jean-Pierre, qui sont trop souvent supprimées au profit d'un simple talus ou par méconnaissance remonté en pierre, mais jointoyé. L'art de la construction en pierre sèche est imprécis. Effectivement, même remarque pour le Mais c'est ce que disait Lydiane, c'est-à-dire la nécessité de la gestion. Là, on ne va pas faire un grand programme d'investissement pour restaurer des linéaires entiers, encore que ça peut donner envie, et ça peut donner le ton, et ça peut donner le savoir-faire, quand on a une masse suffisante de restauration à la fois. Mais au quotidien, il va falloir replacer un bout de caillou à tel endroit ou tel autre, et ça, c'est du quotidien. Il y a un endroit où j'avais visité sur les terrasses viticoles du Valais, en Suisse, qui sont, où là aussi, on a fait beaucoup de bêtises, et donc, quand on gère mal ces terrasses, elles s'effondrent. C'est pas toujours évident il y a une gestion permanente qui doit être mise en place et comment dire ça, une transmission du savoir, ce qui est peut-être le plus compliqué. Il y a beaucoup de savoirs vernaculaires qui se sont perdus, qui étaient essentiels à la bonne tenue d'un paysage, et la transmission de ces savoirs nécessite aujourd'hui un effort particulier. C'est vrai pour la pierre sèche, c'est vrai aussi pour la construction en bois, c'est vrai aussi pour un certain nombre de travaux dans des matériaux qui redeviennent parfois à la mode. Je pense à tous les matériaux biosourcés, qui sont un réservoir fabuleux de connaissances qui permettront sans doute de redonner une nouvelle jeunesse à des savoirs constructifs anciens qui ont été abandonnés. Bon, il faut renouer le fil de la transmission générationnelle. Et enfin, question de Jacques Madec. Alors non, ce n'est pas une question, c'est un constat. On est très content parce qu'on est un peu fatigué. Voilà, j'en étais. Donc, les questions, nous avons fait le tour. Mais merci vraiment beaucoup, Isabelle Palmier et Jean-Pierre Thibault, d'avoir accepté de prolonger d'une bonne demi-heure afin de répondre à tout le monde au maximum. Donc, une ou deux questions seront à compléter et on les mettra à ce moment-là en ligne. On apportera les réponses. On essaiera de faire suivre au maximum les liens qui ont été échangés, comme demandé par certains d'entre vous. Nous
nous sommes en tout cas au niveau de Périclès et le parc ravis absolument d'avoir pu organiser ce webinaire malgré les problèmes techniques de départ. Donc a priori, voilà, le PowerPoint n'était pas lisible au début. Moi, je l'avais en visu sur mon écran, mais pas vous. Mais bon, voilà, les choses se sont bien arrangées, donc c'est ce qui compte. Ouf. Et je pense que ça a été très riche, tout ce que vous avez dit va, je pense, nous servir en tout cas à l'échelle du Golfe du Morbihan dans les démarches que nous entamons sur des stratégies de valorisation du patrimoine maritime littoral. C'est très riche et je pense que chacun pourra en faire quelque chose de bénéfique pour notre patrimoine. Donc, on va vous laisser. Ouais. Merci aux 62 personnes qui sont encore en ligne, c'est méritoire. Voilà, mais on sentait l'auditoire. Merci de la qualité de vos questions et de vos réactions. Je pense que ça nous fait bien avancer aussi. Bon, très bien. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs en d'autres temps pour rejoindre soit les groupes de travail d'ICOMOS France, mais même pour poser d'autres questions qui vous viendraient à la suite de cette séance. Très bien. Le message est passé. Et merci à tous. Donc, le webinaire sera en ligne demain, logiquement, avec les informations détaillées ainsi que la reprise d'une brochure qui reprendra tous les points par point de l'intervention de Jean-Pierre Thibault. Tout ça sera en ligne demain. Merci à vous tous. Très bonne fin de journée et merci d'être restés. Et Navo Adichat. Voilà. Irène. Au revoir. Au revoir. Au revoir.